Munch est un artiste qui est mondialement connu à la fois par son nom et par une œuvre, Le Cri, qui a souvent recouvert le reste de sa production. C'est le genre d'artiste dont le sens de l'œuvre a été recouvert par sa vie, par certaines anecdotes et surtout par cette œuvre majeure qui a connu un destin particulier. Et c'est l'un des buts de l'exposition. Nous voulions montrer à quel point son œuvre était riche et ample. En fait, Munch vit pendant près de 80 ans. Et sur ces 80 ans, il va peindre et graver pendant plus de 60 ans. Il commence à se former assez jeune et il va avoir une carrière extrêmement longue. Et c'est du coup cette longévité et l'ampleur de sa création que nous souhaitions faire retrouver au public. Cette exposition, nous l'avons pensée justement sur le principe d'un fil continu, comme s'il y avait un ruban qui passait le long des œuvres et qui reprenait cette frise de la vie qui est le noyau central présenté dans l'exposition, mais qui est aussi l'œuvre centrale de l'œuvre de Munch. Donc on a pensé une exposition qui était construite autour du thème du cycle de la vie, ce cycle continu qui va de la naissance à la mort, mais aussi à la renaissance, comme s'il y avait un fil qui liait mort et vie, l'homme et la nature. C'est un concept compliqué à présenter dans une exposition, et en même temps qui est extrêmement, je pense, simple à voir par la force des œuvres de Munch elle-même. Dans toutes les premières années de sa création, Munch, à chaque fois qu'il expose ses œuvres, il déclenche très fréquemment des scandales. Alors il n'est pas du tout effrayé par ces scandales, au contraire, ça lui fait de la notoriété, il en a parfaitement conscience, mais simplement il va être de plus en plus gêné par le fait qu'il n'arrive pas, il ne parvient pas à faire passer son message au public, à ses spectateurs. Au fil du temps, en fait, à force de réflexion, il comprend que l'une des façons de véritablement faire comprendre ses œuvres au public, c'est de les montrer les unes à côté des autres. Il le dit lui-même, ces œuvres, en fait, découlent les unes des autres et prennent leur sens les unes à côté des autres. Et il va petit à petit abandonner les expositions collectives et faire en fait des expositions personnelles dont il va pouvoir, d'une certaine façon, maîtriser pleinement le discours et dans lesquelles il va maîtriser aussi l'accrochage de ses œuvres. Et on aura véritablement le premier exemple abouti de la frise de la vie en 1902 à Berlin lors de l'exposition de la Sécession, où là, on va véritablement avoir le discours qui se met en place. L'amour d'abord, l'évolution de l'amour vers, l'évolution inévitable vers la jalousie, vers la tromperie, etc. Puis très vite, on va avoir la maladie, la représentation de la mort et une œuvre absolument clé présentée dans l'exposition, une œuvre qui s'intitule Métabolisme, sous-titrée La vie et la mort, qui représente en fait un couple, Adam et Ève, qui représente d'une certaine façon la régénérescence continue de la vie et de la matière. On l'a dit, le grand cycle de la frise de la vie est un cycle qui l'a occupé durant quasiment toute sa carrière. Il en a fait des œuvres qui se répondent, qu'il présentait en exposition. Ce qui est intéressant et peut-être moins connu, c'est qu'il a repris ces mêmes thèmes pour des œuvres de type plus décoratif, qui répondaient à des commandes. Et donc il a repris les mêmes motifs de la frise de la vie pour des œuvres qui devaient décorer par exemple une chambre d'enfant d'un de ses mécènes, le mécène Max Linde. De la même façon, on voit qu'il reprend ces thèmes et qu'il les développe sur des très grands formats dans les années 1910, par exemple pour l'université d'Oslo, où il a réalisé le grand décor de la salle d'honneur. La vie de Munch a une grande importance dans la façon dont il va élaborer ses discours. En fait, la plupart de ses tableaux tirent leur inspiration d'une manière ou d'une autre d'un épisode personnel, soit de sa propre vie, soit de la vie en fait de ses cercles proches, de ses amis ou de sa famille. Par exemple, si on prend un de ses motifs majeurs, l'enfant malade, en fait, il prend pour appui le souvenir qu'il a de la mort de sa sœur aînée, Sophie, qui meurt de la tuberculose lorsqu'elle a 15 ans. Leur père est médecin et Munch l'accompagne fréquemment dans ses tournées médicales. Un jour, ils arrivent dans la maison d'une jeune fille qui est à l'agonie. Et la vision de cette jeune fille véritablement souffrante, en fait, ravive chez lui le souvenir de la mort de sa sœur. Et il va peindre cette jeune fille en train de mourir, avec bien évidemment derrière l'image de sa sœur.
Quand il va exposer la première version de ce tableau en 1886, ça n'est pas tellement le sujet qui va choquer, étonnamment. Ce qui va véritablement choquer, c'est la façon de peindre. Munch, en fait, a une façon de peindre pour ce tableau-là extrêmement violente. Il le dit, en fait, il ne parvient pas à représenter la justesse, d'une certaine façon, de son souvenir. Il ne parvient pas immédiatement à retrouver l'émotion, très vive évidemment, qu'il a saisie lorsqu'il a vu cette jeune fille. Et il va du coup sans cesse reprendre sa toile, il va la gratter, il va repeindre successivement plusieurs versions de ce motif-là, et la toile va avoir véritablement un aspect très torturé. Et c'est cet aspect non fini, cet aspect véritablement violent, qui va beaucoup choquer le public lorsqu'il la présente en 1886. Et finalement, ce caractère très gestuel dans la peinture, on le retrouve sous une autre forme des années plus tard. On peut penser par exemple dans la version plus tardive du lit de mort, où l'on voit ce grand format dans lequel il représente sa sœur allongée sur son lit de mort à côté de sa famille. On voit des coulures dans la toile, et ces coulures deviennent extrêmement expressives, c'est-à-dire qu'elles partent de la tête de la défunte vers le bas de la toile, il laisse couler la peinture, et ça devient un signe, quelque chose de plus pour exprimer la violence de la douleur. Il va mettre toute son inventivité, toutes ses innovations techniques, plastiques, au service de ce discours et au service de la justesse du sentiment qu'il souhaite provoquer chez nous, chez les spectateurs, ou qu'il souhaite aussi lui-même tout simplement revivre d'une certaine façon. Mon art est une confession. J'y cherche à clarifier mon rapport au monde, donc une sorte d'égoïsme. Pourtant, j'ai toujours pensé et senti que mon art permettra aussi d'aider d'autres hommes dans leur recherche de la vérité. C'est un très grand coloriste. On ne l'imagine pas forcément en fait sous cet angle-là. Au fur et à mesure de sa carrière, de son évolution, il va rester ce très grand coloriste. Il va jouer de plus en plus souvent avec la vivacité de ses couleurs, jusqu'à arriver à des couleurs véritablement criantes, très vives. L'exposition est jalonnée de quelques autoportraits majeurs de l'artiste. La pratique de l'autoportrait chez Munch est extrêmement importante dans le sens où elle lui permet de se regarder à un moment particulier de son travail et de faire le bilan sur ses propres sentiments, son propre rapport au monde. Nous ouvrons l'exposition avec l'autoportrait à la cigarette, qui est un autoportrait assez incroyable dans lequel il se distingue. Son visage, sa main uniquement, se distingue et on a l'impression qu'il y a comme une sorte de coup de lumière qui a été porté sur le visage, alors que le reste du corps semble plongé dans la pénombre. Une façon pour lui de se présenter à la fois en dandy, en homme de la bohème, un peu négligé et en même temps assez énigmatique. Il y a ce côté énigmatique qui ressort de ce visage éclairé et uniquement le visage. Et en même temps, c'est aussi une façon de mettre l'accent sur la profondeur de l'âme, en ne présentant que les yeux très, très fixes. On finit l'exposition avec un autre autoportrait. C'est l'autoportrait en enfer, un autoportrait dans lequel il se montre, je dirais presque en contrepoint, en opposition avec cette œuvre que nous avons vue à l'entrée. Il semble tout petit dans un fond, là encore, indéfini, mais rougeoyant, ce rouge de l'enfer dont il parle dans le titre. C'est un moment de profonde angoisse chez lui. Il donne comme propre programme de sa peinture à explorer l'âme humaine, et finalement c'est la sienne propre qu'il explore dans les autoportraits. Nous voulons peindre des êtres vivants qui respirent, ressentent, souffrent et aiment. Ce qui est caractéristique et ce qui est impressionnant dans l'œuvre de Munch, c'est à la fois l'extrême cohérence de sa peinture, le fait que pendant 60 ans, il revient sans cesse sur les mêmes motifs, sur les mêmes thèmes,
sur les mêmes obsessions. Il y a quelque chose de très obsessionnel dans sa peinture, et en même temps, il se renouvelle constamment. Et c'est ce que nous montrons dans l'exposition, en présentant des œuvres qui, parfois, reprennent la même composition, le même motif, à 20 ans de différence, voire à 30 ans de différence. En fait, à chaque fois, il essaye d'aller un petit peu plus au-delà de l'expression du sentiment. Il va un petit peu plus questionner le motif et toujours induire une signification différente. Je pense aux jeunes filles sur le pont, qui est l'un des motifs peut-être l'un des plus apaisés dans l'œuvre de Munch, mais au fil du temps, il va faire évoluer son motif. Il va partir d'un groupe de jeunes filles, il va arriver à un groupe de dames. Elles ont évolué en âge, elles peuvent avoir des personnages qui gravitent autour d'elles. Il y a souvent des groupes d'hommes habillés en noir qui gravitent autour de ces jeunes filles. Et au fil des versions, certaines peuvent avoir une dimension un petit peu plus mystérieuse, un petit peu plus inquiétante. Voilà, il va à chaque fois rajouter un sentiment différent ou un questionnement différent au fil de ses œuvres. Munch a collaboré assez fréquemment avec le théâtre de son temps, avec les dramaturges de son temps, mais aussi avec les metteurs en scène. Et l'un des premiers, des plus importants dans ce travail de collaboration, ça a été Ibsen, Henrik Ibsen, le grand dramaturge norvégien, dont il a connu l'œuvre très tôt. Il a fait plusieurs décors pour le théâtre d'Ibsen, mais au-delà, il a utilisé aussi ce rapport au théâtre de ses contemporains pour retravailler les compositions de ses œuvres elles-mêmes. Et on le voit dans une série d'œuvres qu'il a créées autour de 1907-1908, dans lesquelles il met en scène un personnage au sein d'un intérieur, dans une pièce refermée, exiguë, comme si on était sur la scène d'un théâtre finalement, et le quatrième mur, c'est le spectateur. Alors il y a une salle dans l'exposition intitulée Sur les vagues de l'amour, pour reprendre en fait le titre d'une des gravures de Munch, plus spécifiquement dédiée à cette question de la représentation des sentiments amoureux et surtout dédiée à la représentation de la femme. L'image de la femme est toujours très ambivalente chez Munch. Il va aussi bien représenter les femmes comme de purs objets de dévotion. L'une de ses gravures les plus connues s'appelle d'ailleurs Madone, mais cette vision de la femme va toujours être assez ambivalente. Elle va toujours être teintée d'un certain mystère, voire d'un certain danger. On peut notamment penser au motif du vampire, également très fréquemment décliné en estampe et en gravure par Munch. On a plusieurs autres occurrences de ce motif un peu mystérieux, où l'homme est complètement emprisonné dans les cheveux de la femme. On connaît aussi une autre version où, d'une certaine façon, en fait, les cheveux viennent emprisonner la tête. On ne sait pas si c'est pour l'entourer ou pour véritablement l'étrangler. Un autre sujet important dans la représentation de la femme chez Munch, c'est l'importance qu'il donne précisément à la chevelure féminine. C'est un motif très, très courant en fait chez Munch, qu'il utilise très fréquemment, aussi bien pour des œuvres à la tonalité assez positive, notamment sur les vagues de l'amour, où la chevelure féminine se transforme véritablement en vague qui berce le couple, mais parfois c'est véritablement un élément très inquiétant qui vient emprisonner l'homme. Munch, en fait, va au-delà des motifs, au-delà des pratiques picturales. Il cherche véritablement à représenter la vérité des sentiments, la vérité de l'âme humaine, avec parfois une certaine brutalité, une certaine lucidité, en fait, une lucidité tellement forte que c'est ce qui à la fois nous attire et nous effraie dans ses œuvres. Notamment dans des œuvres comme Soirée Carjohan, où on ne sait pas si on a devant nous les bourgeois véritablement emprisonnés dans leurs pensées sombres, ou si on a des fantômes qui viennent nous enlever vers la mort. La vie et l'œuvre de Munch sont extrêmement liées, plus que chez n'importe quel autre artiste. Mais il s'agit toujours de prendre de la distance. Ce n'est pas sa vie, ce n'est pas son monde qu'il dépeint et qu'il représente dans ses œuvres. C'est vraiment l'idée de représenter de façon beaucoup plus large les tourments de l'âme humaine, les mouvements de l'âme humaine, et que chacun se reconnaisse dans ses œuvres.